Toute l'Europe reçoit aujourd'hui Anne Sander. Bonjour. Bonjour. On fait le point avec vous, Madame Sander, sur la campagne de votre parti, les Républicains, pour les élections européennes. Pour commencer, en une minute, si vous pouviez nous pitcher votre projet et expliquer de manière donc extrêmement concise aux électeurs pourquoi il faut voter pour vous. Alors, notre projet, il est profondément européen, mais nous militons pour une Europe concrète, une Europe qui fonctionne, une Europe qui dit stop à la surenchère de normes et d'agences. Donc une Europe des projets, une Europe forte, et donc très concrètement, ce que nous voulons, c'est une Europe qui protège. Une Europe qui protège nos frontières pour stopper les vagues migratoires, une Europe qui permet de lutter contre le terrorisme, mais aussi une Europe qui permet de se protéger d'un point de vue économique, donc protéger nos entreprises, protéger nos emplois. Et puis une Europe des projets, des grands projets, travaillons ensemble pour trouver par exemple un remède à la maladie d'Alzheimer. L'Europe qui protège, parlons-en. Premier thème que j'aimerais évoquer avec vous, les droits sociaux, parce qu'on sent qu'il y a une grande demande de la part des citoyens, en France et dans les autres pays, pour plus d'Europe sociale. Quelles sont vos propositions en la matière ? Alors, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment d'Europe sociale. Cette Europe sociale, elle reste à construire. Et c'est sur ces sujets-là, sur les sujets sociaux, qu'on se fait une concurrence et qu'il y a du dumping social au sein de l'Union européenne. Le meilleur exemple, c'est les travailleurs détachés. Donc c'est des salariés qui viennent d'un pays, qui sont envoyés dans un autre pays, mais qui coûtent moins cher parce que les charges sociales restent payées dans le pays d'origine. Et donc nous, ce que nous demandons, c'est d'aller au bout de la réforme. La réforme, on a réformé pendant ce mandat, mais allons au bout et faisons en sorte que les charges sociales soient payées dans le pays d'accueil. Ce serait plus juste et pour les entreprises, pour pas qu'il y ait de concurrence déloyale, mais nous considérons aussi que pour les salariés, ça permet de rééquilibrer les choses et de faire par exemple en sorte que quand un salarié travaille dans un pays, qu'il travaille aux mêmes conditions que le salarié du pays. J'entends parfaitement votre argument, mais au vu de la difficulté avec laquelle les parlementaires et les gouvernements se sont entendus en 2018 pour aboutir à cette révision de la directive sur les travailleurs détachés, j'envisage assez mal une nouvelle révision à court terme. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais s'il y a de la volonté politique et surtout il faut que le gouvernement nous aide là-dessus. Et or aujourd'hui on voit que la France est plutôt isolée, on a fait beaucoup de propositions mais personne ne nous suit. Et là il y a une responsabilité des États membres et en particulier du gouvernement. Quand on veut faire passer une idée au niveau européen, il faut aller dans les différentes capitales européennes et il faut construire une majorité pour un projet, pour emmener les autres pays avec nous. Donc il y a du travail, mais si on s'y met vraiment, on peut faire bouger les choses. D'ailleurs, on l'a bien vu sur tous les sujets sociaux, y compris sur le transport en Europe. Oui. On est arrivé à chaque fois à trouver une majorité et à faire bouger les lignes. Et quelle est votre position sur un salaire minimum européen? C'est un thème qui arrive dans le débat. Même La République En Marche le propose. Est-ce que les Républicains se positionnent par rapport à ça? Nous, ce que nous voulons, c'est de la convergence sociale. Le problème du salaire minimum européen aujourd'hui, c'est que ce n'est pas de la compétence de l'Union européenne de mettre en place un salaire minimum européen. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore en train de changer, de réformer les traités au niveau européen, mais évidemment, il faut aller vers de la convergence sociale. Deuxième thème, on avance relativement vite, pardonnez-moi. Immigration, vous l'avez évoqué dans votre premier propos. Peut-être pouvez-vous davantage amplifier votre réponse. Quelles sont vos propositions les plus concrètes dans ce secteur pour les 5 années à venir? Alors le thème des migrations, c'est évidemment un sujet très sensible et c'est un sujet où nos concitoyens ont le sentiment que l'Europe a failli. On n'est pas arrivé à apporter une réponse par rapport aux vagues migratoires qui sont arrivées en Europe. Alors certes, il y a moins de migrants qui arrivent maintenant, mais on en a quand même fait venir beaucoup, on a ouvert nos frontières. Et donc là, il faut absolument qu'on trouve
des solutions. Et nous, on a des propositions très claires là-dessus, c'est sécuriser nos frontières. Donc il faut tripler le budget pour vraiment sécuriser complètement nos frontières, pour arrêter ces masses migratoires. Nous voulons donc des gardes frontières. Nous voulons aussi faire en sorte que toutes les demandes d'asile se fassent à l'extérieur de l'Union européenne. Là où M. Macron, par exemple, propose des centres au sein de l'Union européenne, nous on dit que tout ça, ça doit être traité à l'extérieur de l'Union européenne. Il faut systématiquement renvoyer les bateaux de migrants. Nous proposons aussi de conditionner l'aide au développement aux accords que nous passons avec les pays d'où proviennent les migrants. Donc si c'est des pays qui acceptent de reprendre les migrants, eh bien dans ce cas-là, on peut coopérer, on peut fournir une aide au développement, parce que l'Europe est quand même très généreuse, mais il faut mettre en place des conditions. Si j'interprète tous les éléments que vous venez d'évoquer, on est plus sur le volet limitation des flux, voire sécurité. S'agissant de la solidarité, parce que je pense quand même que l'un ne va pas sans l'autre, quelles sont vos propositions, ne serait-ce que pour lever le blocage sur la réforme du droit d'asile qui est bloqué au Conseil de longue date? La solidarité, elle peut s'exercer de différentes manières, mais penser que la solidarité peut s'exercer avec une répartition des migrants, avec des quotas comme ça avait été prévu, c'est quelque chose qui n'est pas réaliste. Les pays européens ont des histoires différentes, notamment par rapport à l'accueil de migrants, et ça, il faut absolument en tenir compte. L'Europe ne peut pas imposer. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions, peut-être en réfléchissant à une solidarité financière, mais pas en fonctionnant avec des quotas. Mais vous restez, pour être bien clair, favorable à revoir le règlement de Dublin qui impose au premier pays d'arrivée de gérer la demande d'asile, ou est-ce que, selon vous, il faudrait quand même rester à ce règlement? Il faut qu'on travaille là-dessus, qu'on fasse des propositions, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit acceptable par les États membres. Ce n'est pas l'Europe qui peut l'imposer. Il faut que les États membres coopèrent très fortement, mais que chacun quand même puisse rester maître d'un certain nombre de choix. Très bien. Troisième thème, on continue sur cette même cadence infernale, l'environnement, la lutte contre le changement climatique. Autre très grande attente des citoyens avec les droits sociaux et l'immigration. Même question que précédemment, quelles sont vos principales propositions en la matière pour les 5 années à venir? Alors là, c'est pareil, on revient à la notion de frontières. D'abord, ce que je veux dire, c'est que nous sommes évidemment engagés fortement et bien conscients de la nécessité de protéger et de lutter contre le changement climatique en Europe. Si nous voulons une Europe forte, bien sûr, il faut protéger nos ressources au sein de l'Union européenne. Et donc, nous avons un certain nombre de propositions pour diminuer les émissions de CO2. Nous proposons, par exemple, d'atteindre le zéro carbone à l'horizon 2050, de développer les ressources, les énergies renouvelables, mais en laissant donc aux différents territoires le choix de leur mix énergétique. Pour nous, par exemple, le nucléaire, c'est quelque chose qui reste important. Nous proposons aussi de mettre en place une barrière écologique. Voilà, c'est un point important. Et donc, concrètement, ça veut dire mettre en place des droits de douane pour les produits qui rentreraient dans l'Union européenne et qui ne respectent pas les normes qu'on s'impose chez nous. Et pourriez-vous être favorable à enlever, retrancher les dépenses environnementales et climatiques de la règle des 3% de déficit? C'est une idée qui a été évoquée par certains partis, notamment plutôt de gauche. Est-ce que les Républicains se positionnent par rapport à ça pour favoriser les investissements en la matière et enlever ça de la comptabilité des États?
Alors là, c'est vraiment une position personnelle. Euh, Moi, je ne suis pas sûre qu'il faille enlever ces dépenses-là dans la comptabilité. Il faut qu'on soit vertueux. Moi, je suis plus favorable à une politique incitative qui encourage les bonnes pratiques. Il faut qu'on pousse aussi l'économie, les investissements financiers à soutenir des entreprises qui sont vertueuses dans ce domaine-là. Donc il y a une multitude d'outils qu'on peut actionner, mais je crois que cette proposition d'enlever ça de la comptabilité, je ne suis pas certaine qu'il faille le faire. Il faut des incitations publiques, mais il faut aussi des initiatives privées. Par exemple, on a mis en place des indices boursiers verts. Et moi, je crois beaucoup à ça parce que quand des entreprises investissent en bourse, on lève évidemment des millions de financements. Et donc mettre en place ces indices verts, c'est quelque chose qui va inciter les investisseurs privés à choisir d'investir dans des projets et dans des entreprises vertueuses. Et je trouve que la dynamique est plus intéressante. Un mot de conclusion pour finir. De la même manière, en 1 minute, pouvez-vous nous dire avec qui vous allez travailler en priorité au cours des 5 prochaines années? Parce qu'ici au Parlement, vous savez bien, pas de compromis tout seul. Et plus que jamais, le prochain Parlement sera certainement éclaté entre de nombreuses familles politiques. Quels seront vos premiers alliés? Alors, je dirais que pour nous, les Français, puisque vous m'interrogez en tant que candidate française des Républicains, notre premier allié, ce seront les députés européens du groupe PPE, notre famille politique. Et c'est ce qui nous différencie et nous distingue des autres partis politiques en France. Vous prenez En Marche par exemple, aujourd'hui ils ne sont pas capables de vous dire avec qui ils vont siéger. Donc nous, toutes les propositions qu'on a faites, on les a inscrites dans les propositions de notre famille européenne. Et en dehors, est-ce que vous allez vous tourner d'abord vers les libéraux, peut-être vers l'autre groupe conservateur où figure actuellement le Parti conservateur britannique? Alors je crois qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour répondre à cette question. Nous sommes en campagne et donc nous sommes en train de faire le maximum pour avoir le plus de députés européens qui siégeront sur les bancs du Parti populaire européen. Je vous remercie. Pour tout savoir, tout comprendre sur les élections européennes, un seul site, www.touteleurope.eu.